Et coucou! Coucou, comment ça va tout le monde? Je vois que vous êtes nombreux, ça fait plaisir. J'ai jamais eu autant de monde dans mon chat. Bon, alors je fais un petit tour rapide un petit tour rapide de tous les messages. Alors, bonsoir la science. Bonsoir Corfine. Ta, ta, ta. Bonsoir le chatterton du coup. J'imagine que là-dedans il y a des clients à nous, mais je reconnais pas, mais c'est pas très grave. Le but, c'est aussi qu'on reste un peu tous anonymes. Bonsoir la panne à coco, ça fait plaisir de te voir ici. Bonsoir Ninja Murai, que je vais pas tarder à présenter. Bonsoir Ancha. Je sais pas comment on prononce ton pseudo, avec le petit W au milieu, là, c'est très mignon. Mais je ne sais pas comment on le prononce. Bonsoir Blugu. Bonsoir Parouskal, ça je crois savoir qui c'est. Alors... Oui, le pseudo d'électricien, c'est très... Oui, c'était très drôle. Tu as préparé bébé chat pour ce live spécial? Non. Mes chats sont tranquilles, chacun dans leur coin. C'est possible qu'on les voit passer devant, derrière, etc. Mais ils feront pas partie de la présentation d'aujourd'hui. euh... Waouh, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de messages. Ta ta ta. Ah, Bluminaitai, ok, d'accord. Donc, je vois qui c'est. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue à tous. Alors, bon, je vais vous faire une petite introduction avant qu'on commence. En tout cas, merci à tous d'être là, ça fait très plaisir pour ce premier live Explique-moi chat, qui sera peut-être le premier d'une longue série, on verra, je ne sais pas. À la base, c'est un projet que j'ai eu suite à la formation de comportementaliste que j'ai effectuée l'année dernière, enfin sur 2022 et ouais, sur 2022, 2021-2022. Voilà, de partager les connaissances sur les chats et d'échanger ensemble en live sur Twitch, parce que c'est un format que je n'ai pas trouvé encore sur Twitch, et je me suis dit que ce serait une bonne idée. Et apparemment, vu que vous êtes là, vous trouvez aussi que c'est une bonne idée. Euh, on va voir. Alors, je vais me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Déjà, moi, je suis cat-sitter depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire que je visite des chats à leur domicile pendant que les propriétaires s'absentent, voilà, depuis plus de 10 ans, depuis l'année 2011, en tant que professionnel. Hein. Je cumulais ça avec un autre emploi au début, et puis petit à petit, bah, c'est devenu mon emploi principal. Et depuis l'année dernière, comme je disais, je suis aussi comportementaliste spécialiste du chat. J'ai suivi une formation assez longue pour ça, voilà, pour me spécialiser en comportement et aider les propriétaires d'animaux qui rencontrent des difficultés avec leur chat. Oui, parce que je suis spécialisée chat, hein. Il peut y avoir aussi des comportementalistes pour les chiens, mais moi je me suis spécialisée chat puisque c'est l'espèce avec laquelle j'ai le plus d'affinité et avec laquelle je travaille tous les jours. Bonsoir Wesley, Wesley Lolo, je dirais seulement Wesley, ce sera plus rapide. Nouveau sur la chaîne, mais on se connaît, d'accord, ok. Eh ben, bonsoir. Bonsoir aussi à Eya Elea. Je veux pas rester ensemble, mais c'était histoire de montrer mon soutien. Ben, c'est très gentil, c'est très gentil. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ceux qui peuvent pas rester, il y aura un replay, on verra si on peut mettre ça sur YouTube, etc. Pour l'instant, c'est pas encore tout calé, mais si vous êtes client de notre service de cat sitting, vous inquiétez pas, vous serez tenu au courant. On vous expliquera tout ça. En tout cas, merci à tous d'être là et de passer ou de rester, ou voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, voilà, je suis comportementaliste, je suis aussi cat-sitter, et dans le chat aujourd'hui à la modération, nous avons Ninja Murai qui est mon acolyte, mon acolyte avec qui je travaille depuis maintenant 2 ans, avec qui nous avons créé la société pour laquelle nous travaillons actuellement, avec laquelle je visite des chats au quotidien. Peut-être qu'elle va faire coucou, peut-être pas. Voilà. Donc, Ninja Murai qui a sa petite commande personnalisée dédiée que à elle. Voilà. Quand elle est là, tout le monde fait attention.
Voilà. Et donc elle sera là pour faire la modération, pour animer un petit peu le chat avec moi. Et voilà. Mais quel style, bah oui, oui. Alors, mais la panne à coco et Corfine, vous connaissiez déjà la commande, je vous l'avais déjà montré. Mais c'est vachement plus sympa quand c'est fait en vrai, quoi. Bon. Eh ben, en tout cas, voilà, ça fait plaisir de vous voir tous. Donc, on va démarrer. Donc, ah oui, alors, ce que je vais aussi préciser, c'est que peut-être il y a peut-être parmi les gens qui visionnent le live en ce moment, des gens qui sont pas inscrits sur Twitch et qui visionnent, voilà, sans être inscrits. Si vous voulez participer dans le chat, n'hésitez pas à vous créer un compte, c'est gratuit. Et vous n'êtes pas obligé de follow la chaîne, même si c'est mieux, c'est plus sympa pour moi. Mais c'est pas une obligation. Et voilà, pour pouvoir participer, il faut avoir un compte Twitch. Voilà. Euh, Mais n'empêche, ce style dans le contexte, ouais, c'est ça. Mais oui, mais c'était fait exprès, c'est pour ça que je l'avais préparé, cette commande. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire en introduction? Oui, alors le live, on va parler de choses un peu générales sur le comportement des chats. Bien sûr, si chacun de vous a des questions plus personnelles par rapport à sa situation, je vais pas pouvoir régler ça pendant ce live, donc il vaut mieux me contacter en privé. Voilà, soit sur le Discord, soit par les biais de communication que vous connaissez, ceux qui ont nos contacts. Mais en tout cas, bon, ça veut pas dire que vous pouvez pas poser de questions qui concernent des situations personnelles, mais c'est plutôt que je vais pas pouvoir y répondre dans le détail puisque le live n'est pas fait pour ça. Voilà, mais n'hésitez pas quand même à partager, voilà, à soumettre des idées, etc. On est là pour échanger ensemble, quoi, passer un moment où on échange ensemble. Voilà, alors le programme de ce soir, c'est un petit peu une sorte de live d'introduction où je vais justement présenter le métier de comportementaliste pour que vous sachiez un peu plus ce que c'est et voilà, dans quelle situation vous pouvez avoir à faire appel à un comportementaliste. Merci Corfine du coup pour avoir mis la commande Discord. Je vais te mettre en modération toi aussi finalement. Voilà, donc première chose, déjà est-ce qu'il y a des questions, hein, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, j'essaierai de lire le chat en même temps, c'est pas évident, mais voilà. Alors j'ai préparé 3 pages Word, donc j'ai des choses à vous dire. Mais voilà. Alors dans tout ce qui est métier lié au comportement animal, euh, on a plusieurs professions enfin, comment dire? Voilà, on a plusieurs professions qui peuvent être appelées à intervenir pour des problématiques de comportement. Et donc, je vais vous les détailler un petit peu. La première est celle à laquelle on pense généralement en premier, et c'est aussi le premier interlocuteur qu'on va voir généralement quand on adopte un animal, et un chat en particulier, parce que là, on va vraiment parler des chats. C'est le vétérinaire. C'est le vétérinaire parce que effectivement, quand on adopte un animal, souvent, on va prendre le petit rendez-vous chez le vétérinaire pour faire les vaccins, pour la stérilisation, etc., avoir les premiers conseils, et c'est vraiment le premier interlocuteur, c'est le vétérinaire. Alors, à quel niveau il peut vous aider, votre vétérinaire? Ça va dépendre de sa spécialité, parce que le vétérinaire, c'est vraiment, à la base, un médecin. Donc, lui, il maîtrise la médecine des animaux, et donc, il va pouvoir agir là-dessus. Mais en comportement, ça va dépendre s'il a une spécialisation ou non. Et c'est ça qui va pouvoir faire la différence en cas de problème voilà, si vous rencontrez un problème avec votre chat. Donc le vétérinaire, lui, il exerce la médecine et la chirurgie sur les animaux. Il diagnostique les maladies, il les soigne, il les prévient. Il délivre des médicaments. Bon, enfin, je ne veux pas vous apprendre ce que c'est un vétérinaire, mais voilà. Il peut donner des conseils sur l'hygiène, l'alimentation, la reproduction des animaux. Et c'est une formation qui est bien sûr, enfin c'est une profession qui est bien sûr réglementée et qui est, voilà, être vétérinaire c'est un diplôme Bac+6, hein, un diplôme d'État, c'est une profession réglementée, il faut être inscrit à l'Ordre national des vétérinaires pour pouvoir exercer. Voilà. La fameuse spécialisation en comportement, c'est c'est la base de formation de vétérinaire, donc le Bac+6.
Et ensuite, le vétérinaire fait une spécialisation en suivant une formation privée, généralement, en éthologie animale et en troubles du comportement, pour se spécialiser en tant que vétérinaire comportementaliste. Donc là, il y en a, ça, voilà, quand vous cherchez un vétérinaire comportementaliste, enfin un vétérinaire qui puisse vous aider sur le point de vue comportemental pour votre chat, il faut vraiment regarder s'il a une spécialisation comportementaliste en plus. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et vous verrez pourquoi par la suite de ce que je vais expliquer. Là, pour le coup, un vétérinaire comportementaliste, lui, va pouvoir diagnostiquer des troubles, va pouvoir diagnostiquer des troubles du comportement. Oui, tous les vétos ne sont pas comportementalistes, hein, tu fais bien de faire la précision. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié une chose importante. Si dans le chat, il y a des professionnels, des comportementalistes, des vétérinaires ou d'autres professionnels qui ont de l'expérience et qui veulent apporter un petit peu des précisions, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas parce que c'est possible que j'oublie des choses, c'est possible que je bafouille et que je dise n'importe quoi. J'espère pas, mais voilà. On est là pour en discuter tous ensemble, donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, donc le vétérinaire comportementaliste, lui, il peut diagnostiquer les troubles du comportement, il peut proposer un traitement adapté, c'est plutôt pour stabiliser l'état émotionnel de l'animal. Il va assurer le suivi, il va évaluer la dangerosité de l'animal, ça c'est surtout pour les chiens, j'imagine. Pourquoi pas pour les chats aussi, hein. Un chat, nous en cat sitting, parfois on peut tomber sur des cas particuliers où ça peut s'avérer un peu dangereux. Donc ça existe aussi chez les chats. Il a un rôle dans l'éducation et la prévention des troubles du comportement. Donc lui, pour le coup, on peut vraiment le consulter en prévention, c'est-à-dire aller le voir si, quand on adopte un animal et qu'on veut des conseils sur comment bien s'en occuper et comment prévenir les troubles du comportement et tous les problèmes qu'on peut avoir à la maison avec son animal. Donc il faut bien faire la différence entre ces deux types de vétérinaires. Le vétérinaire classique, simple, celui qui n'a pas la spécialisation en comportement, et celui qui a une spécialisation en comportement et qui a donc une valeur ajoutée, qui va pouvoir proposer des thérapies plus adaptées à des problématiques de cohabitation entre l'humain et l'animal. En fait, un vétérinaire, comment dire, oui, alors après, oui, non, parce que j'ai écrit des petits trucs, mais je vais peut-être pas les dire dans cet ordre-là, ok. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le vétérinaire, lui, il va surtout agir sur l'animal, puisque lui, sa formation, elle est plutôt médicale, et c'est vraiment sur l'animal qu'il va agir. Alors que le comportementaliste, là qu'on va voir juste après, lui va plutôt agir sur l'environnement, et c'est ça qui fait la différence entre les deux professions. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Je vais continuer sur les comportementalistes et les éducateurs. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont consulté des vétérinaires comportementalistes, par exemple, et qui auraient des retours d'expérience à nous donner? A priori, pour l'instant, non. Bon, du coup, je vais continuer sur le comportementaliste, qui est donc la profession qui va nous intéresser aujourd'hui. Qu'on peut aussi appeler consultant en comportement ou intervenant en comportement, ça dépend, il n'y a pas d'appellation officielle, puisque là, pour le coup, on n'est pas sur une profession réglementée, donc on peut appeler ça un peu comme on veut. Comportementaliste, consultant, intervenant en comportement, c'est un peu toutes les appellations qu'on peut trouver. Comportementaliste étant la plus courante à mon avis et celle qui parle le plus aux gens. Enfin, celle qui parle le plus aux gens, je sais pas, parce que y en a certains qui ont l'impression que c'est vraiment... on agit sur le comportement des animaux directement. Alors, je sais pas trop comment expliquer, mais des fois ça peut être un peu flou de comprendre ce terme-là, donc là je vais vraiment expliquer de quoi il s'agit.
Les comportementalistes, eux, leur boulot, c'est pas du tout la médecine, c'est pas du tout d'agir sur l'animal, mais plutôt d'aider les propriétaires d'animaux à comprendre leurs animaux de compagnie, à comprendre les besoins qu'ils ont. Et c'est vraiment un spécialiste de la relation entre l'humain et l'animal. C'est le fondement de la profession, c'est vraiment ça, c'est vraiment la relation entre l'humain et l'animal. C'est vraiment un spécialiste de cette relation. Son travail va s'appuyer sur les travaux dans le domaine de l'éthologie. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'éthologie ou est-ce qu'il faut que j'explique? Alors, Ancha nous dit, chez les vétos, il y a la zoopsychiatrie, et il y a les comportementalistes qui font de l'observation et des diagnostics, mais sans les noms barbares comme pour la psychiatrie humaine. Difficile à exprimer, mais il y a deux sortes différentes, quoi. La zoopsychiatrie et les comportementalistes. Je pense comprendre ce que tu veux dire. Perso, je sais pas ce que c'est, si tu peux expliquer. Pour l'éthologie, ouais, je vais expliquer juste après. Du coup, là, Ancha nous dit quelque chose d'intéressant. C'est que chez les vétos, il y a la zoopsychiatrie et il y a les comportementalistes. À mon avis, la zoopsychiatrie, c'est ceux qui axent leur travail plutôt sur la médication. Un peu comme le ferait un psychiatre, en fait. Et les comportementalistes, c'est ceux qui vont être un peu comme ce que je fais moi, qui vont plutôt travailler sur l'environnement de l'animal, et qui pourraient, du coup, on pourrait faire l'analogie avec les psychologues. En fait, c'est la différence entre... en fait, la différence entre un vétérinaire comportementaliste et un comportementaliste, c'est la même différence qu'il y a entre un psychiatre et un psychologue, en fait. Le psychiatre, lui, il est vraiment axé sur la santé, sur la médecine, sur la médication. Il va ajouter une thérapie en plus pour compléter tout ça. Mais il va quand même agir sur l'individu. Alors que le psychologue, lui, va plutôt essayer de travailler autour, améliorer l'environnement pour que, voilà... essayer de régler le problème. Et donc là, c'est exactement la même chose. Ah, c'est ça, voilà. Voilà. Mais j'allais y venir, et effectivement, alors je savais pas que ça s'appelait zoopsychiatrie, mais là, pour le coup, ça ressemble vraiment à cette analogie entre psychiatre et psychologue, voilà. Et bonsoir Kribo, ça je sais qui c'est. C'est mon papa. Bonsoir papa. Zoopsychiatrie, mais oui. Ah, psy... Attends, qu'est-ce que ça marquait? Ok, alors l'éthologie, du coup, revenons-en à ça. Donc, comme je disais, le comportementaliste, il axe vraiment son travail sur les travaux qui ont été effectués dans les travaux scientifiques qui ont été menés dans le domaine de l'éthologie. L'éthologie, c'est quoi? C'est l'étude scientifique du comportement des espèces animales, y compris humaines. Donc vraiment l'étude scientifique de toutes les espèces animales. Et donc on en fait partie puisqu'on est des animaux. Bonsoir papa, tout le monde te dit bonsoir, voilà. Voilà. Et l'éthologie, en fait, c'est vraiment une science de l'observation, quoi, hein. On observe beaucoup les animaux pour essayer de comprendre les comportements, quels sont les comportements normaux qu'ils peuvent avoir dans un milieu naturel, et, comprendre le fonctionnement des espèces animales au travers de l'observation, en fait. On essaye de comprendre quelle est la fonction de tous les comportements que les animaux peuvent avoir. Les animaux et les humains, parce que pour le coup, nous aussi, on est concernés. Et voilà. Est-ce que c'est clair, là, le terme d'éthologie? Donc du coup, voilà, le comportementaliste, lui, voilà, il travaille sur des bases scientifiques, pour le coup. Parfaitement clair, d'accord, merci.
Il travaille avec des bases scientifiques et d'ailleurs pendant ma formation, on va dire que j'en ai un peu bouffé des études scientifiques, puisque bien sûr mes cours étaient axés là-dessus, mais aussi pour mon mémoire de fin de formation, j'en ai lu énormément. Des études scientifiques sur les chats, mais aussi sur des espèces apparentées, enfin qui peuvent y ressembler, genre des grands félins, etc., pour essayer d'avoir des sources fiables pour expliquer les comportements et savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas en termes de thérapie ensuite, quoi. Voilà. Je dois y aller, bon live, en espérant pouvoir voir la rediff. Bien sûr, il y aura la rediff sur ma chaîne pendant les 7 prochains jours, et sinon, je pense qu'on va essayer de la mettre sur YouTube après. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, et bonne soirée. Alors, ce qui est important de retenir là sur le métier de comportementaliste, c'est que c'est vraiment une profession qui n'est pas réglementée, mais qui s'appuie quand même sur des bases très scientifiques euh, et ça, c'est important. Et du coup, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution, puisque les études scientifiques sur les chats, notamment, ben, il y en a, enfin, il y en a, mais il y en a pas encore assez. Donc, ça évolue au fil des expériences qui sortent, enfin des papiers qui sortent dans les revues scientifiques, quoi. Donc, il faut essayer de se mettre à jour régulièrement. Voilà, quoi. Les chats veulent pas se faire étudier. Ouais, ça c'est. Mais oui, enfin, la problématique avec les chats, c'est que c'est pas facile de les étudier parce qu'ils sont pas très coopératifs. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'études scientifiques sur les chiens que sur les chats. Enfin, j'en sais rien en fait. Hein. Là, je sais pas si je dis n'importe quoi, mais ouais. Bienvenue Rafi, merci pour le follow. Tiens, c'est bizarre, il y a pas eu l'alerte. Il y a des petits bugs d'alerte. Mon, mon chat, il est pas habitué à avoir autant de monde. Et les chiens sont plus coopératifs, ouais, ouais. Et puis c'est surtout que dans les études scientifiques, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a certaines expériences qui fonctionnent pas avec les chats, tout simplement parce qu'ils sont pas intéressés par l'expérience. C'est pas qu'ils sont débiles, c'est juste que l'expérience les intéresse pas. Donc, bah voilà, c'est ça, il y a l'alerte, elle fonctionne. Les chats sont des esprits libres, ouais, c'est exactement ça. Donc, des fois, les expériences sont pas concluantes, mais ça veut pas dire que genre on a prouvé que le chat il était pas capable de faire telle ou telle chose. C'est juste que peut-être l'expérience en elle-même n'est pas comment dire pertinente pour démontrer ce qu'on cherche à démontrer. Et comme on n'est pas dans la tête des animaux, ben c'est un peu difficile de savoir, quoi. Voilà. Merci, je suis un ancien client, on a déménagé en Angleterre il y a 5 ans. Oh, ça me dit un truc, ça. Ça me dit un truc, et vous aviez pas de petite minette? Ça me dit quelque chose. Mais bon, on en a eu tellement des clients qu'on des... Ah voilà, c'est ça, mais j'osais pas le dire. Ok, ok. Eh ben, bienvenue. Vous êtes toujours en Angleterre, du coup? Oui, c'est ça. Ah bah, merci toujours de suivre mon travail, du coup. Ça fait plaisir. Ah, c'est marrant, ça, c'est marrant. J'espère que les minettes vont bien, du coup. Alors, je continue. Le comportementaliste, lui, va observer, analyser, et il va proposer des conseils personnalisés, puisqu'évidemment, chaque individu est différent, donc on personnalise le service en fonction de l'animal, toujours. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse miracle, là, mon chat fait pipi hors de la litière, il n'y a pas une solution miracle, il y en a plein en fonction des cas. Voilà. Le comportementaliste, il va aussi s'appuyer sur quelque chose de très important qu'on appelle la systémique. Alors ça, c'est un autre terme un peu barbare. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, ceux qui font peut-être de la psychologie connaissent ce terme-là. La systémique, c'est qu'on va considérer l'animal dans un système. C'est-à-dire qu'on le considère pas lui tout seul. Mais c'est quoi? Oui, oui, j'explique, t'inquiète pas. La systémique, c'est vraiment... on considère l'animal et son environnement. On considère le système tout entier. L'environnement, c'est à la fois son environnement physique, donc le lieu d'habitation,
ce qu'il a comme ressources, mais aussi l'environnement relationnel, la relation avec les autres animaux, la relation avec les humains de la maison, voilà, avec tous les êtres vivants qui l'entourent. On va essayer d'analyser tout ça pour essayer de comprendre comment le système fonctionne. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est une sorte de pyramide humaine. Je sais pas si vous voyez ce que c'est dans certaines grandes fiestas. Je sais pas comment on appelle ça, là, ils se montent tous les uns sur les autres et puis ils font des grandes pyramides humaines. En fait, il faut imaginer ça comme ça, un grand système, et dès qu'il y en a un qui bouge, eh ben, ça fait bouger tout le système. Et le cœur du métier du comportementaliste, c'est ça, c'est vraiment de considérer l'animal dans son système, c'est-à-dire dans son environnement, et imaginer que si on va bouger quelque chose, ça va agir sur tous les autres éléments du système. Et donc, il faut arriver à trouver quel est l'élément du système qu'il faut bouger pour retrouver un équilibre dans la relation, dans la cohabitation entre l'humain et le chat. Est-ce que c'est assez clair, cette notion de systémique? Parce que ça, c'est hyper important. Voilà. Les comportements sont des réponses ou des adaptations de l'animal en fonction de son environnement. Oui, ok. Yes, très clair. Ok, trop cool, super intéressant. Bah super. J'espère que c'est pas trop rébarbatif. Voilà. Le comportementaliste aussi, autre chose importante, il intervient du coup après le vétérinaire parce que bah il a pas de compétences médicales, donc du coup il faut absolument que quand il y a un problème de comportement, le vétérinaire se consulte avant, puisque voilà, si l'animal a une douleur, une pathologie, un inconfort quelconque, il faut pouvoir le soulager avant de pouvoir intervenir sur autre chose, quoi. Ça c'est très très important. Donc toujours faire intervenir le vétérinaire avant toute chose, surtout quand le problème intervient de façon assez brutale, voilà, un changement de comportement brutal, on consulte toujours le vétérinaire en premier. Voilà, on écarte toute cause médicale avant de faire venir un comportementaliste. Le comportementaliste, il peut aussi intervenir en prévention, et moi je l'ai fait il y a pas longtemps, pour des clients qui venaient juste d'adopter un chat et qui voulaient mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir la meilleure cohabitation possible avec leur animal. Et en prévention aussi d'événements particuliers, genre quand un bébé arrive, quand il y a un déménagement qui est prévu, quand on pense accueillir un nouvel animal par exemple, enfin quand on veut anticiper quelque chose, quoi. Un départ en vacances, ce genre de choses. Moi aussi, je veux une prévention. Mais une prévention de quoi? Parce que là, les chats, ils sont déjà là, hein. Les 3 petits chats, ils sont déjà là, hein. Donc, ah, le 4e? Oh non, c'est pas vrai. Il va y avoir un 4e chat? Incroyable. Oui, oh là là. Bon, bah on aura l'occasion d'en discuter plus en détail alors. Bon, ça va être une grande famille, il y a une grande famille de chats là, hein. Voilà, alors du coup maintenant on va passer aux éducateurs, mais on va passer assez vite sur cette profession parce que bah, chez les chats en fait ça existe pas trop. Des éducateurs pour chats c'est pas vraiment... Enfin, en fait c'est juste que ça n'a pas tellement d'intérêt puisque les chats on va pas leur demander d'apprendre des ordres, enfin c'est pas des attentes qu'on a vis-à-vis de cette espèce-là. Bon, il y a des éducateurs pour les chiens parce que on veut pouvoir les emmener dehors et puis qu'ils viennent quand on les appelle, qu'ils s'assoient avant de traverser la route, etc. Donc, chez les chiens, ça s'explique. Enfin, ces professions-là s'expliquent, mais chez les chats, ça n'existe pas. Ça veut pas dire pour autant qu'on peut pas éduquer un chat, parce qu'on peut très bien apprendre des choses à un chat. C'est juste qu'il a peut-être moins d'intérêt. Enfin, le chat a peut-être, voilà, moins d'intérêt à répondre. Bah, ça dépend, hein. Faut trouver la motivation. C'est comme tout. Une fois qu'on a trouvé le truc qui va motiver l'animal, la friandise, le jeu, enfin, le truc qui va le motiver, on peut apprendre des choses à un chat. C'est pas impossible. Mais généralement, c'est pas des attentes qu'on a envers cette espèce-là, donc bon, l'éducateur, voilà. Euh,
Lui, son rôle, ça va être plutôt d'apprendre à l'animal à s'intégrer à nos sociétés en suivant nos règles. Donc, on va lui apprendre des ordres, à répondre à des ordres. Et un éducateur, lui, va être spécialiste des techniques de conditionnement. Il va connaître toutes les techniques de conditionnement pour pouvoir apprendre à l'animal à faire quelque chose. Attention, petite chose, un éducateur, ça règle pas un problème de comportement, hein. Il va aider à apprendre des choses à l'animal, mais il faut d'abord que la relation entre l'humain et l'animal soit saine. Parce que si la communication entre l'humain et l'animal est dysfonctionnelle, s'il y a un problème de communication, forcément, l'animal va avoir du mal à apprendre puisqu'il va pas comprendre ce qu'on va lui demander. Donc un éducateur, enfin pour ceux qui ont des chiens, par exemple, et qui seraient intéressés par ça, bah, contactez un éducateur comportementaliste. Et je pense que, enfin dans les recherches que j'ai fait pour préparer ce live, ils avaient l'air de dire que quand quelqu'un contacte, enfin quand un client contacte un éducateur comportementaliste canin pour gérer des problèmes de comportement, l'éducateur comportementaliste va d'abord proposer un bilan comportemental avant de faire des séances d'éducation, pour essayer de comprendre ce qui se passe et où est-ce que ça cloche au niveau de la communication, et ensuite on fait des séances d'éducation. Mais pas l'inverse, puisque l'éducation, ça règle pas les problèmes a priori, donc voilà. Après, s'il y a des éducateurs qui sont dans le chat et qui veulent préciser ce genre de choses, hésitez pas. Moi, c'est vrai que je suis pas trop calée, surtout que ouais, les éducateurs, c'est plutôt pour les chiens, donc voilà. Je voulais quand même en parler pendant ce live parce que, bah voilà, c'est des professions qu'on entend et il faut bien faire la différence entre un comportementaliste et un éducateur, puisqu'en fait, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, le comportementaliste, comme j'ai dit tout à l'heure, va agir sur l'environnement. L'éducateur, lui, va agir sur l'animal. Voilà. Voilà, pour ces deux professions-là, les professions de comportementaliste et d'éducateur, il n'y a pas de diplôme, c'est que des formations privées. Chez les éducateurs, il y a un diplôme d'État qui existe, sinon c'est des formations privées. Mais dans les deux cas, il n'y a aucune réglementation, donc n'importe qui peut se dire comportementaliste ou éducateur. Donc si vous faites un jour appel à ce genre de professionnels, renseignez-vous sur les formations qu'ils ont suivies, puisque comme on l'a vu, c'est des professions qui sont pas réglementées, donc n'importe qui peut dire moi je suis comportementaliste, moi je suis éducateur, etc. Et malheureusement, bah, quand le travail est mal fait, ça peut vraiment créer de gros problèmes après, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que jusque-là ça va? J'ai l'impression que c'était assez clair. Je vais faire une petite aparté après, là. Ah oui, j'ai pas lu ton message, Ninja Samurai. On n'éduque pas un chat, c'est lui qui nous éduque. Bah, oui, je sais pas. Non, non, on peut apprendre des choses au chat, évidemment, mais c'est juste que je pense que le chat, il a moins de motivation à répondre à nos demandes, quoi. Déjà, de base, le chat est un animal qui est beaucoup plus solitaire que le chien. Le chien, lui, il base vraiment son fonctionnement sur la relation, alors que le chat va plutôt fonctionner par rapport à son environnement, donc la relation pour lui ça va être un peu secondaire. Alors là je fais des généralités parce que pour certains individus, il y a des chats qui peuvent avoir une très très forte dépendance affective et pour lesquels la relation avec leur propriétaire, leur humain on va dire, va être hyper importante. Donc je fais des petites généralités, mais il y a des cas spécifiques évidemment, hein, ça c'est comme partout. Voilà. De toute manière, on vit chez le chat, il paraît, bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Exactement. Exactement, exactement. Alors, je vais faire un petit aparté sur deux autres professions que vous avez peut-être entendu parler, mais je vais vraiment y passer très vite. La médiation animale, par exemple, ça, c'est quelque chose qui a rien à voir avec les problèmes de comportement. La médiation animale, c'est vraiment, on utilise un animal comme outil de thérapie par exemple dans les hôpitaux, les choses comme ça. En fait, l'animal sert à rechercher des interactions positives en fait pour des bénéficiaires. Ça peut être dans le domaine du médical, dans le domaine du social, avec des enfants handicapés, ce genre de choses. Donc
Voilà, recherche d'interaction positive issue de la mise en relation entre l'humain et l'animal dans le but d'améliorer le bien-être physique, mental, bien-être physique, mental ou social. Voilà. Je voulais en parler parce que médiation animale, le terme peut peut-être prêter à confusion et il y en a certains peut-être qui pourraient se dire que ça a un lien avec euh, une sorte de médiation, quelqu'un qui viendrait parler à l'animal pour faire la médiation. Enfin, voilà, je sais pas. Hein, je me suis dit que ça pouvait peut-être prêter à confusion ce terme-là et j'avais quand même envie un peu d'expliquer. C'est un projet d'associer un animal. Euh, euh, Projet d'associer l'animal à un projet. D'accord, j'écris 2 fois projet dans ma phrase. Tout va bien. Ouais, on associe l'animal à un projet, soit éducatif, soit thérapeutique, soit social. C'est une relation triangulaire. L'animal, il vient avec son propriétaire, enfin avec son intervenant, et il y a un bénéficiaire. Donc c'est une sorte de relation triangulaire entre les trois. Et l'intervenant, lui, pour le coup, il doit vraiment avoir de bonnes compétences dans la prise en charge des bénéficiaires. Si c'est un public de personnes handicapées, par exemple, des handicaps mentaux ou ce genre de choses, il faut qu'ils puissent avoir une certaine expertise pour gérer ce genre de public aussi, quoi. Donc c'est souvent en fait des spécialités de professionnels de santé, par exemple. Tu as un prompteur? Non, j'ai pas de prompteur. En fait, j'ai un document Word sur lequel j'ai préparé pas mal de petites choses pour pas dire n'importe quoi. Voilà. Là, c'est pareil pour la médiation animale. C'est des formations privées et il n'y a pas de réglementation particulière. Comme j'ai dit, c'est surtout des spécialités de professionnels de santé généralement. Donc voilà. Et ils peuvent travailler avec tout type d'animaux, des chiens, des chats, des chevaux, des lapins, des poules, pourquoi pas. À partir du moment où les animaux sont relativement à l'aise avec les inconnus, parce que en fait, c'est ça, hein. Et avec les déplacements, parce que souvent ils les font déplacer aussi. Euh, voilà, donc ça demande de solides compétences dans la prise en charge des bénéficiaires humains, mais aussi des animaux qui sont utilisés, puisqu'il faut bien sûr savoir reconnaître quand ils sont... euh, quand ils ont trop travaillé, hein, parce que c'est un travail aussi pour les animaux d'aller au contact des gens comme ça, c'est un travail, et puis ça peut les épuiser, donc il faut aussi que les intervenants sachent repérer ce genre de choses et faire attention à leurs propres animaux. Voilà. Voilà, la médiation animale ne joue aucun rôle dans le traitement de problématiques de comportement avec un animal. C'est pas du tout le but. Et la dernière aparté, dernière parenthèse, et là, moi j'ai déjà consulté après intervention de ce type de professionnel, c'est ceux qui font de la communication animale, ou ce qu'on appellerait de la communication intuitive. Ça, ça n'a pas du tout de lien avec l'étude de la communication entre les espèces ou à l'intérieur d'une même espèce. Leur travail n'est pas du tout basé sur l'éthologie. Il n'y a pas du tout de base scientifique à leur travail. Et les gens qui font de la communication animale, en fait, disent pouvoir percevoir des pensées, percevoir des sensations physiques, des émotions, par une sorte de lien télépathique, en fait. Et parfois même envers des animaux qui sont décédés. Donc ça, voilà, il n'y a pas de preuve scientifique, il faut le savoir. C'est vraiment, si vous faites appel à ce genre de professionnels, c'est sur vos propres convictions, en fait, hein. Et là, bah, c'est comme pour la plupart des autres professions, il y a pas de réglementation. Et les gens qui se forment à ces métiers-là vont vers des organismes privés. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient fait appel à ce genre de pratique? Moi, j'avoue que je suis assez sceptique, mais bon, voilà, chacun ses croyances après tout, donc il fallait quand même que j'en parle parce que euh, quand on fait des recherches sur des problématiques de comportement qu'on peut avoir avec son animal, on peut être dirigé vers ce genre de professionnel. Donc, c'est. Je dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais
comme il n'y a pas de base scientifique, c'est un peu difficile d'y... Enfin, moi, je suis trop terre à terre pour y croire, en tout cas. Donc, voilà. Ça s'appelle la schizophrénie. C'est les médiums des animaux. Oui, voilà, c'est ça. On y croit ou pas, ouais. Mais ça n'a pas marché, tu es bien passé pour le savoir. Oui, 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 ouais, ouais. Bah oui, oui. Puis je suis intervenue chez d'autres personnes qui avaient déjà fait appel à deux ou trois... je sais même pas comment on appelle ça, comme... enfin, des personnes qui font de la communication animale, et ça avait rien donné. Pour moi, c'est logique parce que en fait, euh, et communiquer, enfin, percevoir des pensées, etc. Bah, si encore l'animal nous dit oui, il y a quelque chose dans mon environnement qui me gêne et que dans ce cas-là, on fait la modification, d'accord, mais si c'est simplement essayer de communiquer à l'animal, arrête de faire ça, ou voilà, c'est un peu plus... Enfin, j'ai un peu des doutes. Moi, je pense que quand ça fonctionne, parce qu'il doit y avoir des cas où ça fonctionne, c'est que probablement l'humain lui-même a modifié son comportement envers son animal après la consultation, et que du coup, le problème était relationnel dès le départ, en fait. Mais bon, moi, j'ai peut-être une vision un peu trop terre à terre de de ces choses-là, quoi. Donc voilà, voilà, voilà. Bon, alors, je vois que ça m'a pris pas mal de temps d'expliquer tout ça, quand même. Je sais pas si on va avoir le temps de jouer. Euh, En tout cas, voilà. Voilà tous les professionnels auxquels vous pouvez avoir affaire quand vous avez des problématiques de comportement avec vos animaux. Maintenant, ça devrait être un peu plus clair pour vous. Donc, en premier, on consulte le vétérinaire. Et ensuite, généralement, un comportementaliste. Après, si vous voulez faire appel à de la communication animale, libre à vous, pourquoi pas, ça peut être en plus. Hein. Il y en a qui font même les deux. Alors ça, je trouve ça absolument incroyable. Il y en a qui font à la fois de la communication animale et qui sont comportementalistes. Alors, bon, ça se complète, j'imagine, pourquoi pas. Moi, je pensais que c'était impossible de pouvoir prêcher les deux paroisses, j'ai envie de dire, mais bon, pourquoi pas. Après tout. Bon, alors là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, le cœur du travail du comportementaliste, qui va être surtout de comprendre comment l'animal fonctionne et d'expliquer à l'humain, euh, bah d'essayer de se mettre à la place de l'animal, quoi. Et on va essayer on va essayer d'éviter tout ce qui est anthropomorphisme. Est-ce que le mot anthropomorphisme est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde connaît ce mot ou est-ce qu'il faut que je l'explique? Bon, en fait, je vais l'expliquer un peu, mais je préfère poser la question avant quand même. Comme ça, je vais boire un coup en attendant. Oui, pour moi ça va. Avec moi, tu vas devoir tout expliquer. Mais t'inquiète pas, la panne à coco, je suis là pour ça. Alors, l'anthropomorphisme, en fait, c'est le fait de prêter aux animaux des émotions, des sentiments humains. Euh, voilà, donc c'est par exemple quand on va dire mon chat il fait ça parce qu'il est jaloux. Voilà. Est-ce que ou il fait ça pour se venger. Mon chat est jaloux. Voilà, ça c'est typiquement anthropomorphique. C'est on prête à l'animal des émotions, des sentiments qui sont purement humains et qu'on peut pas vraiment. Chez les chats, en fait, les études enfin voilà, il y a des études sur les capacités cognitives des chats euh, qui ont quand même montré qu'ils n'étaient pas capables d'autant de recul sur eux-mêmes pour éprouver ce genre d'émotion en fait. Ce genre non, de sentiments, pardon. Il faut faire la différence entre émotion et sentiment. Ils sont capables d'avoir plein d'émotions, mais les sentiments, qui sont des choses un peu complexes,
c'est plus difficile pour eux d'éprouver ce genre de choses, puisqu'il faut qu'ils aient du recul sur eux-mêmes, de la projection sur l'autre, etc. Et ça, c'est des choses qui sont pas tellement prouvées. Euh, voilà. Donc, euh, on va plutôt, voilà. Donc, le comportementaliste, lui, va, voilà, essayer de déceler l'anthropomorphisme qu'il peut y avoir dans une relation, puisque quand on va en consultation, en fait, on discute beaucoup avec les gens. Et c'est là qu'on se rend compte de comment les gens perçoivent leurs propres animaux et, euh, et la façon dont ils perçoivent leurs propres animaux va aussi un peu dicter comment ils réagissent envers eux. C'est quoi la réponse qu'ils vont donner à ça, au comportement de leurs animaux. Et un humain qui va penser que son chat se venge, bah ouais. Alors est-ce que j'ai un exemple? Ouais, je sais pas trop. Euh, Bon, en tout cas, comme l'interprétation est mauvaise, la réponse derrière est mauvaise. Et donc, il faut le comportementaliste, il va être là pour rééquilibrer tout ça, pour réexpliquer, pour que l'humain puisse mieux comprendre son animal et avoir des réactions qui soient plus appropriées à chaque situation. Voilà. Et donc, en tant que, enfin moi dans la formation que j'ai suivie, et d'ailleurs je trouve ça très bien, et moi j'essaye de le faire aussi en consultation, c'est que je remets les choses en perspective. Je réexplique aux gens, non, votre chat, il est pas jaloux, euh, juste, il défend un peu plus sa ressource vis-à-vis de son congénère, parce que pour lui, ça le dérange. Donc là, on va essayer de multiplier les ressources pour qu'il y ait moins de concurrence. C'est pas de la jalousie, c'est de la concurrence. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et quand les gens comprennent mieux ça, eh ben on peut mieux, voilà, ils ont une autre approche, une autre vision de leur animal, et c'est plus facile pour eux quand ils rencontreront des problèmes par la suite, de mieux gérer la problématique en fait. Et donc le vocabulaire est ultra important. Et c'est là qu'intervient deux petites notions qui sont ultra importantes. C'est le comportement gênant et les troubles du comportement, qui sont pas du tout la même chose. Par exemple, le chat qui urine sur la valise du retour des vacances, c'est pas de la vengeance. Non, c'est pas de la vengeance. Non, non. Non, non, c'est pas de la vengeance. Un chat va pas se venger, il va pas. On va plutôt dire qu'il a accumulé du stress. Il a accumulé du stress et à un moment donné, il a besoin d'évacuer, peut-être. Mais en fait, tout dépend du contexte aussi, hein. Parce que la valise, elle peut aussi avoir des odeurs qui dérangent le chat et que le chat aurait envie de recouvrir. Donc ça n'aurait rien à voir avec de la vengeance, mais plus avec du marquage. Donc en fait, il faut voir le contexte. Voilà. Il faut toujours voir le contexte autour, en fait. Après, ça peut aussi être lié au relationnel. Si le relationnel entre l'humain et l'animal est dégradé, l'animal peut aller se rassurer en mettant ses odeurs sur les vêtements de son propriétaire. Et dans ce cas-là, il faudra régler le problème relationnel. Donc en fait, il faut trouver quel est le déséquilibre en fait. Voilà, où est-ce qu'il y a un problème dans la relation. Voilà. Donc en tout cas, dans la majorité des cas, dans les comportements qu'on peut avoir en consultation de comportementaliste, on va parler de comportements gênants et non de bêtises, enfin, oui, et non de bêtises, et non de troubles du comportement, parce que ça, c'est vraiment très différent. Typiquement, mon chat tourne en permanence autour de la valise dès que je la sors. Même si c'est avant un départ en vacances. Alors ça, non, ça, ce serait plutôt un comportement exploratoire, c'est-à-dire le chat, la valise, elle est pas tout le temps au milieu du salon, et là, il trouve ça intéressant, il a envie de voir ce que c'est, quoi. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ah voilà, le comportement gênant. Donc voilà, quand on a des comportements qui sont gênants. Moi, ce qui est terrible, c'est que maintenant, je suis un peu matrixée, j'utilise directement les bons termes, donc du coup, je sais plus quels sont les termes utilisés par les gens.
Moi, je vais parler de comportements gênants à partir du moment où l'animal il va exprimer des comportements qui sont euh, euh, qui vont être que le propriétaire va considérer comme problématique dans la cohabitation. Un chat qui va faire pipi hors de sa litière, un chat qui va attaquer par exemple, un chat qui va griffer sur les meubles, etc. Il y a des gens qui vont penser que peut-être c'est leur chat fait des bêtises, leur chat se venge, leur chat je sais, est agressif par exemple. Alors qu'en fait tout ça, tous ces comportements-là, moi je vais appeler ça des comportements gênants. Et là, quand on requalifie ces comportements-là, c'est-à-dire qu'on on considère plus que que le problème vient du chat, euh, que c'est le chat lui-même qui est intrinsèquement agressif, qui se venge, jaloux, etc. Mais plutôt qu'il exprime un comportement qui n'est pas adapté au contexte, qui est gênant pour l'humain, mais que pour lui, il est normal. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Là, j'ai l'impression de me mélanger. En fait, un comportement gênant, c'est un comportement normal de l'animal, que l'animal exprimerait de façon normale dans son environnement, mais qui est adaptatif à l'environnement. Et quand j'ai dit tout à l'heure environnement, ça peut être environnement physique ou relationnel. C'est pas l'animal qui est malade, c'est pas l'animal qui est intrinsèquement agressif, etc. Mais c'est vraiment, il exprime des comportements qui sont adaptés à l'environnement dans lequel il évolue. Lui, il fait ce qu'il peut, en fait. Il est au mieux de ce qu'il peut faire dans l'environnement qu'on lui donne. Et ça, c'est un peu la base de mon boulot. C'est de me dire, voilà, le chat, lui, il fait du mieux qu'il peut avec les outils dont la nature l'a doté pour s'adapter dans l'environnement qu'on lui donne. Et si on veut qu'il... Parce qu'en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le comportementaliste, c'est vraiment un spécialiste de la relation. C'est parce que il va essayer de... Enfin, c'est bien l'humain qui consulte. C'est pas le chat. Lui, le chat, il fait du mieux qu'il peut, voilà. Mais l'humain est dérangé par les comportements de son chat. Parce que, voilà, c'est dans la maison. Euh, pour la cohabitation entre espèces, le chat, il faut pas qu'il fasse ça, quoi. Donc, voilà. Donc moi, mon boulot, c'est ça. C'est de dire, bon, bah, le chat a un comportement qui est normal, mais qui est adapté à son environnement. Mon travail, ça va être de rediriger le comportement vers quelque chose de plus acceptable pour l'humain qui habite avec le chat. Est-ce que vous avez des exemples de comportements qui sont adaptatifs, des comportements qui sont gênants et adaptatifs, du coup? En fait, on vient d'en dire plein, hein. Le chat fait avec ce qu'il a. Oui, c'est exactement ça. Merci de m'aider, là, parce que je bafouille. Et quand on remet ça en perspective, en fait, on comprend que le comportementaliste, lui, il va pas éduquer du tout le chat, mais plutôt l'humain, hein. Donc très récemment, c'était assez enfin j'ai reçu une demande. Bon, d'ailleurs, si la cliente en question est dans le chat, qu'elle s'offusque pas que je parle d'elle, enfin que je parle de son cas. De toute façon, je vais pas la nommer. Mais elle a demandé une consultation pour des problèmes et elle pensait que j'allais venir. Enfin, elle m'a dit, vous pouvez venir, mais enfin, je serai à la maison, mais je serais pas disponible. Et elle pensait que du coup j'allais travailler avec les chats en fait, je pense, hein. Et donc j'ai dû lui expliquer que non, mon travail c'était vraiment de parler avec elle et, euh, et que je pouvais pas faire de consultation sans elle en fait. Comment ça, adaptatif? Adaptatif, en fait c'est un comportement qui est normal, mais qui est adapté à l'environnement dans lequel... C'est-à-dire que le chat, dans la nature, par exemple, il irait griffer sur un arbre, mais quand il vit dans un appartement, bah, il a pas d'arbre, donc il va aller griffer le canapé. C'est adaptatif. Le comportement de griffade qui, lui, est normal, là, il a été adapté à l'environnement qui est contraint. Ton travail est d'adapter l'homme à son chat.
Bah, c'est un peu les deux, parce que des fois on peut apprendre aussi au chat on peut apprendre deux, trois trucs, mais il faut aussi que l'humain... En fait, c'est à l'humain de faire un gros effort d'aménagement dans son environnement, de proposer des activités à son chat pour que le chat puisse continuer à exprimer ses comportements normaux, mais de façon moins gênante, du coup. Ou parfois, on va pouvoir réduire des comportements si on se rend compte qu'en fait, c'est des comportements qui sont liés à un manque d'activité, par exemple. Le chat va faire tomber des objets, par exemple, parce qu'il s'ennuie. Si on enrichit un peu son environnement et qu'il y a moins d'ennuis, il va probablement arrêter de faire, voilà, faire tomber des objets. Donc en fait, on réadapte l'environnement pour que les comportements normaux soit ils sont redirigés sur des supports plus adaptés, soit ils s'éteignent d'eux-mêmes parce qu'ils ont plus de fonction en fait. Je vous laisse, tu donneras le lien pour écouter ou réécouter. Oui, oui, oui. Oui, pas de souci. Voilà. Donc en comportements normaux et adaptatifs, on a bien sûr les griffades sur les meubles, les éliminations hors litière, l'activité nocturne, hein, les chats qui sont actifs la nuit, en fait, c'est normal. Et les conduites agressives envers l'humain, par exemple, si le relationnel est dégradé, en fait. Le chat, il n'est pas agressif de nature, c'est juste que si le relationnel est dégradé, eh ben, le chat peut avoir ce genre de réponse, et c'est tout à fait normal. Le chat est pas agressif, c'est juste l'humain qui respecte pas assez les signaux de communication de son chat et qui déclenche la réponse agressive de son chat. J'ai raté un message. Mon chat a une passion pour le jardinage. Elle creuse dans la terre, du coup je m'adapte en passant l'aspirateur. Alors oui, mais si vraiment c'était un comportement qui te gênait beaucoup, tu pourrais, mettre des galets sur la terre pour éviter que le chat enlève la terre des pots, par exemple. En fait, le truc, c'est qu'avec les chats, il y a pas mal de gens qui abandonnent un peu sur des difficultés qu'ils ont avec leur chat en se disant, de toute façon, c'est un chat, on peut rien faire. Sauf que parfois, en fait, il y a des solutions, hein. Voilà. Alors, autre petite chose, les troubles du comportement. Les troubles du comportement, alors là, pour le coup, c'est vraiment des comportements qui sont anormaux. Donc là, c'est pareil, le comportementaliste, il va essayer de dissocier tout ce qui est comportements normaux des troubles du comportement qui, pour le coup, sont des comportements qui sont anormaux, donc qui n'ont pas qui sont pas répertoriés dans le répertoire comportemental, répertoire comportemental du chat. Ou alors si c'est des comportements qui sont normaux, ils apparaissent de façon complètement disproportionnée, soit en fréquence, soit en intensité, ils sont très très fréquents ou très très intenses. Ou alors c'est des comportements qui n'ont pas de lien avec le contexte d'apparition. Exemple, parce que là je donne plein d'infos. Exemple, un chat qui va se lécher de façon intensive. Bah ça c'est pas un comportement normal. Faire sa toilette c'est normal. Faire sa toilette de façon excessive jusqu'à s'arracher les poils et qu'il n'y en ait plus de poils sur les pattes ou sur le ventre, ça c'est pas normal. Pas normal. Un chat qui va se gratter beaucoup, c'est pas normal. Après ça peut être médical, hein. Mais parfois c'est comportemental. C'est pour ça qu'il faut d'abord aller voir le vétérinaire pour être sûr que ce soit pas médical. Et si c'est pas médical, on va plutôt s'attaquer à l'environnement du chat pour voir s'il y a un facteur de stress qui fait que le chat développe des troubles du comportement qui ont pour fonction de se rassurer, quoi. La fonction, elle est pas, en fait, le comportement a toujours une fonction. Même si c'est quand le comportement est normal, il a une fonction, mais même quand le comportement est anormal, il a une fonction aussi, elle est moins évidente. Mais la plupart du temps, c'est que l'animal, il cherche à gérer son stress comme il peut, et il a trouvé que cette façon-là de gérer son stress. Donc la fonction d'adaptation, c'est ça, c'est la recherche d'apaisement, la recherche de l'homéostasie sensorielle, oui, homéostasie sensorielle, mais ça, c'est un terme que je vais pas expliquer maintenant, c'est une sorte de recherche d'équilibre entre l'animal et son environnement.
voilà, il va rechercher la sécrétion d'endorphine, hein, généralement c'est ça. Là, pour le coup, ouais, il y a les léchages compulsifs, les automutilations. Il peut y avoir le syndrome du pica. Le pica, c'est le chat qui va manger n'importe quoi, qui va manger du plastique, qui va manger des tissus. Euh, Ça existe pas mal chez les races orientales, par exemple, qui sont très très axées sur l'oralité, qui parlent beaucoup, qui mangent beaucoup, etc. Enfin, qui mâchouillent beaucoup les choses. Euh, Je sais pas si notre ami, je me rappelle plus son pseudo. Blue Goo est toujours là. Il pourrait peut-être nous en parler parce il a un oriental. Oui, il est là. Voilà. Et du coup, voilà, c'est des races qui ont des prédispositions à ce genre de syndrome, même si c'est pas obligatoire. Ils ont juste des prédispositions, mais ils sont pas, c'est voilà. En tout cas, chez ce petit, il y a un chat qui demande beaucoup d'attention. Oui, c'est un chat qui demande beaucoup d'attention, mais qui est aussi beaucoup axé sur. Enfin, il aime bien mâchouiller des trucs, hein. Il aime bien mâchouiller des trucs. Moi, quand je viens, il mâchouille la lanière de mon sac, il mâchouille mes lacets de chaussures, etc. Il est toujours en train d'attraper quelque chose dans sa bouche. Et voilà. Et il papote beaucoup, alors ça, oui. Il parle beaucoup. Mais comme la plupart des orientaux. Oui, surtout de la viande, ouais, ouais. Mm, mm. Voilà. Et mais lui, il a pas de problème de pica. Enfin, je crois pas en tout cas. Il est pas du genre à manger n'importe quoi. Mais chez certains chats, ça peut aller jusque là. Des chats qui vont vraiment manger des trucs pas comestibles et c'est vraiment dangereux pour leur santé, quoi. Et après, il y a les stéréotypies. Alors les stéréotypies, peut-être que ce mot vous dit rien, mais si je vous parle des lions en cage qui font des allers-retours comme ça va vous parler forcément. C'est ça. Les comportements stéréotypés, c'est des comportements répétitifs et très monotones. Et ça, c'est des comportements qui sont observés uniquement en captivité, ces animaux qui deviennent fous, plus ou moins, hein, et, euh, et qui font ce genre de choses pour gérer leur anxiété, quoi. Voilà, et ça pour le coup c'est des troubles du comportement. Et il y en a certains, même quand on leur donne des environnements plus ouverts, ils ont du mal à se détacher de ces comportements stéréotypés. Donc une fois qu'ils sont très très conditionnés, c'est un peu difficile. Voilà, en tout cas dans les deux cas, entre comportements gênants, donc les comportements normaux mais adaptatifs, et les troubles du comportement, le comportementaliste peut intervenir dans les deux cas. Donc c'est pas faux quand on dit qu'ils ont leur quart d'heure de folie. Non, c'est pas faux. Mais du coup, ça n'a pas de rapport avec ce que je dis. Parce que là, les comportements stéréotypés, c'est vraiment les allers-retours monotones euh, ou les éléphants aussi qu'on peut voir qui font balancer la trompe. Ce qu'on voit dans les zoos, hein, parce que dans la nature, ils font pas ça, hein. Ils font balancer la trompe ou alors ils se balancent d'un pied sur l'autre. Ça, c'est des comportements stéréotypés. Et ça, c'est des vrais troubles du comportement, hein. Les animaux dans la nature, ils font pas ça, hein. Salut LOL formidable, bonsoir à toi et bienvenue. En tout cas, ce qui est très important de comprendre, c'est la notion de comportement adaptatif. L'animal fait ce qui est le mieux pour lui dans un contexte donné. Il n'est pas malade, il n'est pas dysfonctionnel. Donc dans la majorité des cas, en fait, il n'y a pas besoin de recourir à des médicaments. C'est vraiment à une adaptation de l'environnement qui va permettre de gérer la problématique. Le comportementaliste peut aider dans les deux types de comportements, toujours après avoir écarté la cause médicale. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Voilà, voilà. J'ai raté quelqu'un, non? Ah oui, il y avait... Bonsoir, Padafour 9. Mais dis donc, il y a pas mal de monde ce soir. J'ai jamais eu autant de monde dans le chat, mais ça fait plaisir, ça fait très plaisir.
Bon, du coup, moi, j'ai fini mon petit document Word. On va passer sur le jeu, si ça vous intéresse. Est-ce que j'ai besoin d'enregistrer? Non, j'ai pas besoin d'enregistrer, j'ai rien corrigé, moi. Bon, en tout cas, j'espère que cette première partie vous intéressait. C'est vraiment un live d'introduction pour vraiment présenter le métier. Ce qui serait pas mal, c'est qu'après, par la suite, on fasse des lives qui soient plus axés sur un type de problématique en particulier et puis qu'on débatte autour de ça. Il pourrait y avoir aussi des questions-réponses, il pourrait y avoir des analyses de vidéos, des choses comme ça. Donc, j'ai des idées. N'hésitez pas à soumettre les vôtres, hein, si jamais. Donc, je suis en train de lancer le jeu de mon côté. Je vous fais une petite musique d'attente en attendant. Poupi, 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 pou, poupi, 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 pou. Bon. Alors, attendez, là, est-ce que... Oula, le jeu, c'est fort, hein, je pense, le son, non? Vous a plu mon poupipou? Attends, il faut que je baisse le son, là, dans mes oreilles. Hop, hop, hop. J'adore le poupipou. Ouais. Oui, mais alors Ninja Murai, je voulais te dire de la faire la commande, mais je savais pas si tu la connaissais, donc... C'est mieux, le son, c'est bon. Ok, oui, je crois que c'était un peu fort tout à l'heure. Ah, attendez, je vais changer la catégorie aussi. Non, je veux pas arrêter le stream, c'est pas ça que je veux faire. Je suis nulle pour ça. Bah non, mais t'as jamais mis les pieds sur Twitch, ça c'est normal que tu connaisses pas. Non, bah le titre, je vais pas le changer, je vais juste changer la catégorie. 4 lateral damage. Alors j'ai joué un peu cet après-midi. Parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en sache un peu plus. Et je pense que ça va être marrant. Est-ce que c'est bon là ou pas? 4 lateral damage, normalement c'est bon. C'est pas grave, oui t'inquiète, tout ça prend, oui oui. Elle a jamais mis les pieds sur Twitch et je la mets direct en modération, alors du coup tout à l'heure elle a fait des bêtises, elle s'en est même pas rendu compte. J'ai corrigé. Faut juste trouver ses marques, ça vient au fur et à mesure. Ouais, bah déjà je lui ai dit qu'elle avait une commande pour elle, alors du coup voilà. Bah alors ce petit jeu, qui s'appelle 4 lateral damage, c'est un jeu où le but c'est de faire tomber plein d'objets par terre, de griffer les rideaux, de faire tous les trucs qu'on n'aimerait pas que son propre chat fasse à la maison en gros. Mais du coup je trouve que ce jeu il est intéressant parce que on va pouvoir débattre des fameux comportements normaux. Et troubles du comportement pour le coup on n'en verra pas dans le jeu, mais on peut essayer de voir par exemple dans un environnement donné qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. Je vais partir sur... Est-ce que je fais le premier? Non, je vais partir sur la cabane en rondin. Allez hop. Je l'ai pas fait ce niveau encore, comme ça on part sur un niveau que je connais pas. J'en veux plus de ces humains, c'est l'heure de mettre la pagaille. Alors là, rien que ça déjà. On peut s'amuser à essayer de voir quels sont les anthropomorphismes qu'on a dans le jeu. Et puis, voilà, dans un environnement donné, qu'est-ce qui est intéressant pour le chat et qu'est-ce qui l'est moins? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Bon là, je l'ai mis en mode, le jeu en mode sans objectif, donc là, le but c'est juste de me promener, mais...
Il y a des miaou, mon chat ne va pas comprendre. Attends, tu veux des miaou? Là, j'ai fait une commande tout à l'heure. Est-ce qu'elle va s'en rappeler, Ninja Murai? Sauter d'étagère en étagère. Oui! Sauter d'étagère en étagère, ça, c'est un super truc pour les chats. Si vous, chez vous, vous avez la possibilité... Elle se rappelle plus de la commande. La commande, c'est Opéra. Avec un accent. Mais c'est fou, quand je joue à Minecraft et qu'il y a un chat qui miaule, elle va chercher partout autour de l'écran. Ah oui, alors ça, oui, oui. L'autre jour, j'ai cherché des bruitages de chats... parce que je voulais faire des commandes avec, au final, j'en ai pas fait, mais peu importe. J'avais mes 2 chats qui étaient autour de l'écran en train de chercher... Miaou, miaou, Ouais, voilà. miaou, 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 miaou. Finalement, j'ai pas mis des miaou de chat, mais j'ai mis des miaou d'opéra. J'espère que ça vous a plu. Alors, sauf que les étagères, c'est à la base pour entreposer des choses cassables ou non. Ouais, le Kitty, il a pris de LSD. Oui, alors oui, j'ai ramassé un truc qui fait comment dire, le temps est ralenti, je crois. Entreposer le chat. Cette commande est surprenante. Ouais, je sais. Mais c'est une chanson qui a été reprise par pas mal d'artistes, hein, parce que cet après-midi, quand j'ai voulu chercher justement pour faire cette commande, eh ben, je suis tombée sur plusieurs artistes d'opéra qui avaient chanté ça. Donc, il y a même les chanteurs à la croix de boeuf, pour dire. Bon, alors dans cette pièce, effectivement, donc les étagères, pour en revenir à notre sujet. Au revoir Blougu. Et merci d'être passé. Donc effectivement, quand un chat, c'est un animal qui évolue en 3 dimensions, donc lui donner des étagères pour grimper, si on peut pas donner des étagères, qu'on essaye au moins de donner des accès en hauteur, soit sur des meubles, soit sur un arbre à chat. Puisque de base, le chat est un animal qui est à la fois un prédateur, mais dans la nature, c'est aussi une proie. Donc, de par sa taille, en fait, il peut être chassé par des animaux qui sont plus gros que lui. Et donc, il va avoir une tendance à grimper pour pouvoir observer et pour pouvoir aussi se cacher d'éventuelles proies. Donc, les accès en hauteur, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les chats. Voilà, là, il y a un griffoir. Alors, griffoir, ça, c'est un autre truc essentiel à mettre dans l'environnement d'un chat si on veut pas... que le chat fasse sur le canapé, même si des fois ça empêche pas que le chat fasse sur le canapé. Mais du coup voilà, alors alors c'est possible hein, d'interdire à un chat de monter sur une étagère. Hein. Mais c'est pas forcément évident et le mieux c'est quand même de pouvoir proposer ce genre de comment dire. Ça y est, je trouve plus mes mots. Enfin voilà, essayer de proposer des espaces en hauteur pour que le chat puisse se observer, grimper. Parce qu'en fait, l'exploration de l'environnement, c'est vraiment une activité qu'il va pouvoir faire dans sa journée et qui va lui prendre beaucoup de temps. Explorer et marquer son environnement, c'est une de ses activités principales de sa journée, surtout quand il vit en appartement. Et le fait de faire tomber les objets, là, comme on fait là, bon là c'est un peu le but du jeu, mais en vrai, tous les animaux font pas ça, enfin tous les chats ne font pas ça. Eh ben, pour nous, c'est... d'un point de vue humain, ça peut être une bêtise. Mais d'un point de vue du chat, c'est quoi à votre avis? Tenez, essayez de répondre... essayez de participer. Mon cerveau, il veut plus, là.
C'est un jeu, il joue, il manque d'affection. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a un peu de tout ça. Tromper l'ennui. Il manque la chose principale pour moi. Il refait la déco à son goût. Faire de la place non plus. Alors il y a des choses qui sont vraies dans ce que vous dites. Hein. Attends, je vais vous le dire après. Mais il manque la chose essentielle pour moi là. Manque d'activité. Ça revient un peu à manque d'affection, j'ai envie de dire, et tromper l'ennui. Ah là là. Eh ben non, vous avez pas trouvé. Non, non, en fait, alors bah du coup, je vais vous donner la réponse. Le chat, il explore son environnement, en fait, tout simplement. Ah, t'avais trouvé avant que je le dise. Il veut attirer la... Ah oui, alors ça, il y a ça aussi. Alors, en fait, la première fonction de ce comportement... En fait, ça va tout dépendre tout va dépendre du contexte. Un chat qui va faire ça... Un chat qui va faire ça dans un appartement, dans une maison, enfin peu importe. Je dirais que la première fonction, c'est vraiment l'exploration de l'environnement. Il va essayer de voir, voilà, cet objet, est-ce qu'il y a quelque chose dessous, est-ce qu'il y a quelque chose derrière, est-ce qu'il y a quelque chose à manger à l'intérieur, savoir quel bruit ça fait quand ça tombe. Pourquoi pas découvrir un objet, connaître sa... Enfin, savoir si ça a un intérêt pour lui, en fait. Le chat, il va chercher à savoir si ça a un intérêt pour lui. Et pourquoi pas jouer, en fait. Jouer, ça peut devenir quelque chose qui va venir ensuite. C'est-à-dire que le chat va découvrir que finalement, l'objet, il a une forme sympathique, qui rebondit bien, par exemple, ou qui est légère, qu'il va pouvoir prendre dans sa bouche et promener partout. Bon, bah, ça peut devenir un jouet. Mais je pense qu'au départ, c'est plutôt un comportement d'exploration. Ah, j'ai trouvé une friandise. Ça, c'est les friandises, là. Hop là, voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, alors ça, c'est très intéressant, parce que pour le coup, ça montre bien ce que va chercher un chat quand il va explorer son environnement. C'est voir s'il va trouver des choses à manger ou des choses intéressantes. Et là, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai poussé un truc, il y avait une friandise derrière. S'il y a mangé dans les chaussettes, on sait jamais. Bah oui, oui, oui. En fait, c'est un comportement exploratoire, on appelle ça comme ça en éthologie. Et le comportement exploratoire, c'est un comportement naturel chez la plupart des animaux. Ils vont explorer leur environnement pour connaître, pour savoir où sont les ressources, quelles sont les ressources de leur environnement. Et c'est un comportement qu'ils vont répéter au quotidien pour découvrir s'il y a des nouvelles ressources, hein, parce que mine de rien, ça peut évoluer. Hein, dans la nature, les souris, elles sont pas toujours au même endroit, donc voilà, la fonction de base de ce comportement-là, c'est vraiment de l'exploration. Et effectivement, ça peut être, comme vous l'avez dit, ça peut être pour tromper l'ennui. Un chat qui va s'ennuyer, en fait, c'est lié. Un chat qui va s'ennuyer, il va explorer son environnement pour savoir s'il y a quelque chose à faire. Hop là, voilà. Moi, j'explore ça. Ah tiens, c'est marrant. Voilà. Ça peut devenir un jeu. D'ailleurs, il y a chez un client cat sitting, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai renroulé le rouleau de papier toilette 2 jours de suite, parce qu'à chaque fois, les chats, ils déroulaient tout. Un classique, le pic, oui. Le chat avait l'air de trouver ça intéressant. Hein. Voilà. Après, effectivement, ça peut devenir un comportement qui est fait pour attirer l'attention. Et moi, j'ai un cas à la maison qui est spécialiste de ça. Alors lui, il est pas à faire tomber des objets, mais par contre, il mange les câbles. Il mange les câbles parce qu'il a compris qu'à chaque fois qu'il mangeait les câbles, il avait de l'attention. Donc il y a des animaux, il y a des chats, même ça peut exister chez les chiens aussi, même chez tout type d'animaux, qui peuvent très bien faire l'association entre, tiens, dès que je fais tomber quelque chose, l'humain de la maison s'occupe de moi, vient vers moi, enfin il se passe quelque chose quoi. Et donc il peut associer ce comportement-là à une recherche d'attention ou à une recherche d'activité dans la maison. Donc quand on a des comportements comme ça,
et qu'on a un client qui nous pose la question, qui nous dit comment on peut régler ce comportement, et ben on va chercher à savoir dans quel contexte l'animal il va faire ça. Est-ce que c'est plutôt de l'exploration, et là pour le coup on va plutôt dire à la personne d'essayer de ranger les affaires un peu fragiles, parce que de toute façon un comportement exploratoire on peut pas trop l'empêcher. On peut peut-être le canaliser sur autre chose dans ce cas-là, mais on peut pas empêcher un chat d'explorer. Dans ce cas-là, on va peut-être proposer plus de stimulation pour que le chat se canalise sur autre chose que sur les bibelots sur l'étagère, on va dire ça comme ça. Ou alors, on va essayer de comprendre si le chat il cherche à attirer l'attention pour obtenir quelque chose, que ce soit à manger, que ce soit un câlin, enfin je sais pas, quelque chose, une activité dans la maison, une activité quelconque, hein, parce que même si il se fait gronder à chaque fois qu'il fait ça, ce qu'il faut voir c'est que pour le chat, se faire gronder, en soi c'est une activité. Oh, je vais mettre le feu à la maison. Ah non, c'est bon. La bougie s'est éteinte, tout va bien. J'ai vu que la bougie était allumée, je me suis dit oula au secours, on va brûler la maison. Oh, bon ça va, on fait pas brûler la maison. S'il y a une sortie, oui, ça peut être aussi une façon de voir si il peut aller explorer plus loin. Donc si la porte s'ouvre et qu'il peut aller, il peut sortir explorer plus loin, oui, ça peut être une idée. Les enfants font la même chose. Ah oui, bah peut-être, ouais. Oui, bah en fait c'est un comportement naturel qui est présent, qui est très très présent chez les juvéniles, et qui est moins parce que les jeunes sont dans l'apprentissage, donc forcément ils explorent énormément et c'est un comportement qui se réduit quand l'animal grandit. Voire même qui s'inverse, hein. Il y a des animaux après qui sont... moi, quand j'avais étudié cette partie-là, dans mes cours d'éthologie, j'avais vu un reportage sur les corbeaux. En fait, les corbeaux, quand ils sont petits, ils sont très très curieux, ils explorent tout. Et puis, à l'âge adulte, ils sont complètement néophobes. C'est-à-dire que tout ce qui est nouveau, ça leur fait peur. Alors que c'est pas du tout le cas quand ils sont petits. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est dans le processus normal d'évolution de développement plutôt, de développement des animaux, des enfants, etc. Voilà. Salut la panne à coco, des bisous, bonne soirée, merci d'être passé. Merci beaucoup d'être passé. De toute façon, je pense qu'on va pas tarder à arrêter. Parce que là, j'ai fait un peu le tour. Enfin, c'est vrai que je pourrais jouer encore des heures, mais je voudrais pas que ce soit non plus trop long. Hop, là, on a la litière. En fait, ça pourrait être sympa de refaire une autre session que sur le jeu, éventuellement. En préparant peut-être plus de questions, je sais pas. Ça pourrait être l'occasion de vous parler du concept d'Umwelt aussi, pourquoi pas. En reprenant ce jeu une autre fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, hein. Ah, j'ai pas fait ça. J'ai pas griffé les rideaux. C'est vachement important de griffer les rideaux. Voilà. Non. Ah, j'ai raté. Attendez, il faut que je griffe les rideaux. Mais, pourquoi je l'ai raté? Attendez. Mais... Ah voilà, ça y est. Mais... Ah, ouais, je suis pas très doué, désolé. En tout cas, le jeu est un bon support. Oui, je trouve que c'est pas mal. En fait, tout à l'heure, quand j'y jouais, je me disais, mais en fait, il est plutôt bien fait parce que... on voit comment les gens peuvent agencer chez eux. Et puis on voit vraiment des comportements d'exploration. Et là, le fait de trouver des friandises quand on explore et tout, c'est typiquement ce qu'on recherche quand on veut proposer des activités à son animal. Bah, ça peut passer par là, c'est-à-dire lui donner des choses à trouver, en fait.
C'est sympa, heureusement que les bougies ne mettent pas le feu. Mais j'ai eu peur, hein. Je suis d'accord, le jeu permet de comprendre certains comportements du chat. Ouais. Super important de griffer les rideaux, bah oui. D'aborder les sujets de discussion. Ouais, franchement, je trouve que le jeu, il a un bon support. Là, pour le coup, aujourd'hui, j'avais vraiment préparé plutôt la première partie pour expliquer les différents métiers autour du comportement animal et la différence entre comportement gênant et trouble du comportement. Cette façon de voir les choses, là, j'avais vraiment envie d'expliquer pour introduire les lives. Et je m'étais dit qu'on viendrait sur le... En fait, j'avais mis le jeu au programme en me disant... parce qu'en fait, j'avais tellement peur que la partie préparée dure que un quart d'heure, que je me suis dit il faut que je trouve autre chose pour compléter un peu. Mais finalement, ça m'a pris presque 1 heure. Donc, plus d'1 heure même. Donc finalement, le jeu, on n'aura pas fait grand-chose dessus, mais on pourra y revenir une prochaine fois, je pense que ça pourrait être pas mal. Et même ce qui correspond, ça peut permettre justement d'en parler. Oui, justement, ça permet de débattre de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Il faudrait peut-être trouver des questions plus précises, histoire de faire un autre live dessus, ça pourrait être une idée. Moi, je vais y réfléchir en tout cas, si vous avez des questions de votre côté, n'hésitez pas. Parce que là, bon, je me balade dans le jeu finalement, je fais toujours la même chose. On pourrait parler de pourquoi les chats se mettent dans des cartons. Voilà. Voilà, bon, en tout cas, il est 22h, ouais, j'avais prévu de terminer vers 22h grand max, donc je pense qu'on va s'arrêter là. La PO... ouais, c'est ça. Bon, je vais peut-être garder ça pour une autre fois, la position d'occupation de l'espace. Ah, je peux déverrouiller des trucs? Ouais, non, pas tout de suite. Hop. Les chats se frottent aux objets pour marquer... Alors ça, c'est dommage, parce qu'il y a des petites infos qui sont écrites dans les écrans de chargement, mais ça passe tellement de vite qu'on n'a même pas le temps de les lire. Ça aurait été intéressant de pouvoir en parler. Mais à chaque fois, ça passe super vite, on n'a pas le temps de les lire. Et je sais pas si on peut les retrouver ailleurs. Tout à l'heure, j'ai cherché un peu, mais j'ai pas trouvé. OMG, mon chat n'est pas un chat. En fait, il aime pas les cartons. Non, ça c'est... Mais si, c'est un chat quand même. Bien plus stylé que la PLS. Tous les chats n'aiment pas les cartons. Moi, j'ai à la maison, les miens, ils sont pas très cartons. On a un spécialiste des cartons à la maison. Bah oui, alors ça pourrait être, ça pourrait être intéressant d'en parler. C'est qu'en fait, on a des chats qui ont des velléités de présence plus fortes que d'autres. Voilà, il y a des chats qui ont besoin de marquer leur espace plus que d'autres, en fait. Et la position de l'occupation de l'espace fait partie des modes de marquage des chats. Et c'est là qu'on va voir si un chat a une grosse velléité de présence, a un gros besoin de marquage. Lui, on va lui donner un max de support pour marquer parce que c'est un comportement qui est important pour lui. Mais il y a des chats pour qui c'est pas si important que ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire en fonction des individus. Moi ici j'en ai un, c'est le marquage par griffade. Il fait que ça, il griffe partout. C'est infernal, mais du coup j'ai des griffoirs partout. Mais bon. Et puis le deuxième, il griffe pas trop, hein, et il marque pas trop non plus d'ailleurs. Par contre les cartons... Les cartoons... Fan de Bugs Bunny. Ah là là. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On essaiera, on va essayer de réfléchir à un prochain
un prochain stream sur ce thème-là. Ce serait pas mal d'en faire un par mois, par exemple. Attendez, j'ai pas remis la musique. Un par mois, par exemple, en fonction de... Parce que ça demande un peu de préparation quand même, donc à voir. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de voir qu'il y avait du monde. Et oui, apparemment ça vous a plu. Bon, bah c'est super. C'était le premier, c'était pas parfait. J'ai fait ce que j'ai pu, mais bon. GG, merci. Merci à toi d'être passé en chat. Je crois savoir qui tu es, mais je suis pas sûre. C'est pas grave. Les chats ont besoin de comportementalistes formés intelligemment. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est une profession qui mérite d'être connue. C'est un peu l'objectif de ces lives voilà, sur le comportement du chat. C'est vraiment la mise en lumière de toutes ces professions qui émergent, qui sont nouvelles. Et qui sont ultra importantes pour la prise en compte du bien-être animal, puisque c'est des questions c'est des questions actuelles de société, donc les gens font de plus en plus attention à ça, et c'est des métiers qui sont en plein développement actuellement. Et, euh, et voilà, c'est un peu le but, un peu le but du live. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. C'était super. Vraiment, c'était super. Et bah, que vous dire, bonne soirée, bonne nuit, et respectez vos chats, surtout, ça c'est important. Voilà. Allez, je vous dis à tous une bonsoir, et puis à une prochaine fois. On essaie de faire ça dans un mois à peu près, je sais pas, on verra. Et n'hésitez pas à suivre, à rejoindre le Discord éventuellement. Puis pour ceux qui qui sont clients de notre entreprise, vous serez au courant sur nos réseaux sociaux ou par mailing de toute façon, mais voilà. Voilà, voilà. Merci pour le stream. Ben, merci à vous, bonne soirée tout le monde. Allez, ciao ciao, bye bye.